petite commune de la Marne. Un adjudant artificier qui refuse sa mise à la retraite. Un homme fragile, semble-t-il, qui menace de faire tout sauter. La phrase qui a tout fait basculer est tombée comme un coup de tonnerre. Pendant des années, je n'existais plus. À 71 ans, la grande Béatrice Schoenberg brise enfin un silence qui n'avait rien d'un choix, mais tout d'une cage. Ce n'est pas une rupture amoureuse qu'elle raconte, mais une disparition progressive, méthodique, presque invisible. Un effacement qui commence dans les couloirs feutrés du pouvoir et qui finit par lui voler sa voix, sa place, son identité. Et pourtant, personne n'avait vu venir la revanche silencieuse qu'elle préparait. Loin des caméras, loin du bruit médiatique, une revanche d'une puissance inattendue. Voici l'histoire de la femme que l'on croyait éteinte et qui a décidé de se relever là où personne ne l'attendait. Cet homme a ruiné Béatrice Schoenberg et voici comment elle s'est vengée. Mais comment une femme si brillante a-t-elle pu être réduite au silence? Avant l'ombre, il y avait la lumière. Béatrice Sabot, devenue Schoenberg, figure respectée du JT, épouse du musicien Claude-Michel Schoenberg, puis, plus tard, de Jean-Louis Borloo, traversait alors l'âge d'or de sa carrière, admirée du public et incontournable du paysage audiovisuel français. Mais à quel moment tout a commencé à se fissurer? Et comment une femme aussi solidement installée dans le paysage médiatique a-t-elle pu glisser presque sans bruit vers une existence où elle ne comptait plus? Ce basculement n'a rien d'un drame brutal, rien d'un scandale éclatant. Il est plus discret, plus insidieux, plus dangereux. Il commence par de petites concessions que l'on croit temporaires, des renoncements que l'on justifie par amour, par loyauté, par devoir. Il commence quand Béatrice accepte de se mettre en retrait pour éviter les polémiques, persuadée qu'elle retrouvera ensuite sa place. Elle ignore encore que la discrétion qu'on lui demande aujourd'hui deviendra le silence qu'on exigera demain. À cette époque, elle avance avec l'assurance de celles qui ont bâti leur parcours à force de travail, de rigueur, de constance. Et pourtant, derrière les applaudissements et les sourires télévisés, quelque chose commence à se refermer sur elle, imperceptible, comme une porte que l'on pousse doucement jusqu'à ne plus voir la lumière du jour. Pour beaucoup, son mariage avec Jean-Louis Borloo n'est qu'une belle union entre deux personnalités respectées. Mais pour elle, il devient progressivement un espace où sa voix ne trouve plus son écho. Ce n'est pas l'amour qui manque, ni l'estime. C'est la place, la sienne. Celle qu'elle a mise des années à construire et qu'elle voit se réduire à mesure que la carrière politique de son mari prend de l'ampleur. Elle se montre patiente, compréhensive, disponible. Elle fait ce qu'on attend d'une femme de ministre, être irréprochable, élégante, discrète, trop discrète. Le monde politique aime les silhouettes qui ne prennent pas trop de place. Et Béatrice, sans s'en rendre compte, devient l'une de ces silhouettes. Chaque événement officiel, chaque réception, chaque dîner protocolaire ajoute une couche à ce rôle qu'elle n'a jamais demandé, celui d'accompagner sans exister vraiment. Dans ces soirées, où elle sourit, où elle écoute, où elle se tient droite, quelque chose en elle commence à se défaire. Ce n'est pas immédiat. C'est une lente dissolution, presque douce, comme l'effacement progressif d'une photographie que l'on a laissée trop longtemps au soleil. Les premières atteintes sont subtiles. Elle se tient légèrement en retrait dans les conversations. Elle s'efface devant les impératifs politiques. Elle accepte que ses projets professionnels soient reportés. Le temps que les choses se calment. Mais les choses ne se calment jamais vraiment dans la vie d'un homme de pouvoir. Alors elle attend, et plus elle attend, plus elle s'éloigne d'elle-même. Elle raconte aujourd'hui que les murs de leur maison étaient vastes, mais qu'elle y marchait comme dans un espace trop étroit pour respirer. La solitude ne se mesure pas en mètres carrés, mais en regards qui ne se posent plus, en mots que l'on ne dit plus, en silence que l'on finit par trouver normaux. C'est là que commence la blessure profonde, celle que personne ne devine, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui ronge. Une blessure faite d'indifférence, de décalage, de soirs où elle rentre seule d'un événement parce qu'une réunion de plus a retenu son mari. Une blessure faite d'anniversaires écourtés, de vacances interrompues, de projets abandonnés. Une blessure faite de phrases polies mais vides, de sourires figés, de cette sensation de devenir transparente. Elle en parle aujourd'hui avec une lucidité bouleversante. J'avais disparu, même dans mon propre salon. Ceux qui l'ont connue dans sa splendeur télévisuelle peinent à imaginer cette femme-là,
assise en silence dans une pièce où l'on ne prête plus attention à elle. Et pourtant, cette image dit tout. L'effacement n'est pas un choc. C'est une succession d'instants où l'on renonce sans s'en rendre compte. À force d'être reléguée à une place secondaire, elle finit par croire que c'est la sienne. Mais le plus douloureux reste sans doute ce moment précis qui revient dans son récit. Un dîner officiel, une remarque légère d'une autre épouse de ministre, prononcée presque par surprise. « Mais tu ne travailles plus, toi ?» Cette phrase agit comme une détonation intérieure. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle révèle une vérité qu'elle refusait jusque-là de voir. Aux yeux du monde, son identité professionnelle n'existe plus. Ce soir-là, elle comprend que son nom, autrefois associé à la rigueur et à la crédibilité, n'est plus qu'un élément décoratif dans les couloirs du pouvoir. Le choc est violent, silencieux, intime. Et c'est ce choc qui ouvre la brèche par laquelle toutes les autres douleurs s'engouffrent. Elle commence à décliner les invitations, non par rébellion, mais parce qu'elle ne se reconnaît plus dans cette femme qui s'efface si bien. Elle s'investit dans quelques projets associatifs, cherche à retrouver un souffle, un sens, une utilité. Mais le poids du vide est trop lourd. La dépression s'installe, discrète, tenace, comme une brume qui ne se lève jamais vraiment. Elle ne trouve plus de plaisir à écrire. Elle refuse des propositions professionnelles par peur de perturber l'équilibre fragile de sa vie conjugale. Elle se dit que ça passera, que ce n'est qu'une phase. Mais les phases qui durent des années deviennent des prisons. Et pour Béatrice, la prison est d'autant plus cruelle qu'elle est invisible. Aux yeux du public, elle mène une vie confortable, stable, presque enviable. À l'intérieur, elle se vide peu à peu. Rien ne la prépare au moment le plus brutal, celui qui cristallisera tout ce qu'elle a perdu, ce jour de 2010 où, alors qu'un retour à l'antenne se profile enfin, un conseiller politique lui transmet, en aparté, quelques mots que l'on n'oublie jamais. Ce retour serait malvenu en période électorale. Pas un refus officiel, pas un ordre direct. Non, pire que cela. Une interdiction déguisée en conseil, une mise à l'écart enveloppée de politesse. Elle comprend que ce n'est plus seulement son couple qui l'efface, mais aussi le système dans lequel elle vit. À cet instant, quelque chose se brise, pas en éclats, mais en profondeur. Elle réalise qu'elle n'a plus de place nulle part, ni dans le métier qu'elle aime, ni dans la vie d'un homme trop absorbé pour la regarder, ni dans le récit public que l'on construit à sa place. Pourtant, ce moment humiliant marque aussi, sans qu'elle le sache encore, le début de sa revanche. Pas une revanche bruyante, pas une revanche contre un homme, une revanche contre l'effacement lui-même, une reconquête lente, intime, courageuse, une vengeance que personne n'a vu venir. Mais que fait une femme quand elle comprend que plus rien, ni dans son couple, ni dans sa carrière, ne lui appartient vraiment ? C'est à partir de cette humiliation feutrée, de cette phrase glissée comme un avertissement au détour d'un couloir, que Béatrice Schoenberg entre dans une zone de vérité dont elle ne sortira plus jamais tout à fait la même. Ce jour-là, en quittant les locaux où elle pensait signer son retour, elle marche lentement, presque mécaniquement, comme si son corps cherchait à rattraper une réalité que son esprit refusait encore. Le monde autour d'elle continue de tourner, les voitures passent, les trottoirs bruissent, mais elle, au cœur de cette agitation, sent une évidence froide s'imposer. Toutes les portes qui se refermaient sur elle depuis des années formaient en réalité un seul et même mur. Et ce mur, elle venait de le heurter de plein fouet. Les jours qui suivent ne sont pas faits de cris ni de ruptures spectaculaires. Ils ressemblent plutôt à une longue plongée intérieure où chaque souvenir des dernières années prend une nouvelle couleur. Elle revoit les dîners officiels, les vacances écourtées, les sourires figés, non plus comme de simples concessions mais comme les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu assembler. Plus elle repense à ces instants, plus la cohérence de son effacement apparaît, implacable. Ce n'était pas un accident, pas une suite de malentendus. C'était une mécanique douce, silencieuse, presque bienveillante en apparence, mais qui l'avait lentement éloignée de ce qu'elle était. La nuit, le sommeil se fait rare. Elle s'allonge, dans le noir, et écoute le silence de la maison. Un silence qu'elle connaît trop bien. Il n'est pas apaisant, il n'est pas reposant. C'est un silence qui résonne comme un espace laissé vide, un espace qu'elle aurait dû occuper et qu'elle a fini par abandonner. Ce silence-là la pousse à regarder en face
ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une fonction. C'est une part centrale de son identité, celle qu'elle avait construite à force de travail, d'exigence, de vérité. La femme que les Français regardaient chaque week-end, celle qui annonçait les événements du monde avec calme et gravité, n'avait disparu que pour eux. Mais pour elle, ce n'était pas une disparition médiatique, c'était une disparition intime. Un soir, alors qu'elle feuillette de vieux carnets remplis de notes d'époque, elle sent une colère nouvelle, subtile mais profonde, monter en elle. Pas une colère destructrice, pas une colère dirigée contre un homme ou contre une institution. Une colère tournée vers ce qu'elle s'est laissé imposer, vers ce qu'elle n'a pas osé défendre, vers la manière dont elle a accepté de s'effacer pour préserver une harmonie qui ne la protégeait jamais vraiment. Cette colère-là est le premier souffle d'air frais qu'elle reçoit depuis longtemps. Elle ne sait pas encore quelle deviendra la force motrice de sa transformation, mais elle sent déjà que quelque chose a changé, quelque chose de discret, mais irréversible. Les semaines suivantes sont marquées par une succession de petits gestes, presque anodins, mais qui, mis bout à bout, dessinent le début d'une reconquête. Elle recommence à écrire, d'abord timidement, puis avec une voix qui retrouve peu à peu ses contours. Elle accepte une invitation à intervenir dans un colloque sur la place des femmes dans les institutions, puis une autre pour animer un atelier d'écriture. À chaque fois, elle ressent une sorte d'appréhension, comme si elle marchait sur une glace qu'elle n'est pas certaine de devoir tenir. Mais la glace tient, et elle marche. Elle avance même. Une étincelle qu'elle croyait perdue recommence à briller. Dans son couple, le changement ne se manifeste pas avec des disputes ou des confrontations, mais par un glissement lent, presque imperceptible. Elle n'attend plus les soirées écourtées, elle n'attend plus les retours tardifs, elle n'attend plus que l'on valide ses projets ou ses envies. Elle cesse d'ajuster son rythme à celui d'un homme absorbé par le pouvoir. Elle choisit le sien. Et ce choix, le premier en des années, produit une forme de distance nouvelle entre eux. Une distance qui, paradoxalement, lui permet de respirer. Elle ne claque aucune porte. Elle n'annonce rien. Mais elle cesse de se modeler sur une vie qui n'est plus la sienne. C'est dans cette période de transition qu'elle fait l'une des expériences les plus décisives de sa renaissance. Un documentaire auquel elle accepte de prêter sa voix sans apparaître à l'image. Elle retrouve le micro, le studio, la concentration presque physique qu'exige la diction parfaite. Elle sent ses épaules se redresser, son souffle se poser, sa voix retrouver un aplomb qu'elle pensait oublier. Quand elle sort du studio, elle sait que quelque chose vient de se réparer en elle. Ce n'est pas un retour à l'antenne. C'est mieux que cela. C'est un retour à elle-même. Et puis vient le moment où elle commence à voyager seule. Pas pour fuir, pas par tristesse, mais parce que découvrir le monde sans devoir se conformer à un agenda politique lui rappelle une liberté qu'elle croyait perdue. Elle se met à marcher longuement dans les rues de villes où personne ne la reconnaît, à lire dans des cafés anonymes, à prendre des trains au dernier moment. Ce sont des détails, mais ce sont des détails qui guérissent. Chaque pas qu'elle fait, sans avoir à attendre quelqu'un d'autre, est un pas vers une existence qu'elle choisit enfin. C'est durant l'un de ces voyages qu'elle prend la décision qui scelle définitivement sa transformation intérieure. Une décision simple, presque banale en apparence, mais immense dans son sens intime. Elle n'attendra plus. Plus jamais. Plus un jour. Plus une heure. Plus un regard. Elle avancera à son rythme, selon ses forces, selon ses envies. Ce serment silencieux marque la fin de l'effacement. Pas la fin d'un couple, pas la fin d'une histoire d'amour, mais la fin du renoncement. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sent plus spectatrice de sa vie, mais actrice. Et lorsqu'elle rentre en France, quelque chose en elle a changé de façon visible. Son entourage le remarque, ses proches le sentent, même ses pas dans la maison semblent différents, plus assurés, plus ancrés. Elle n'a pas crié, elle n'a pas rompu, elle n'a rien proclamé. Mais elle a repris possession de son espace intérieur, cet espace qu'elle avait laissé se réduire au fil des années. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est profond, il est solide, il est sien. Ce n'est qu'après cette reconquête silencieuse qu'elle parvient enfin à mettre des mots sur ces années d'effacement. Et ces mots, lorsqu'elle les prononce en 2025, ont la force d'un coup près. Ce n'était pas une vie, c'était une disparition. À travers cette phrase, ce n'est pas seulement sa douleur qu'elle révèle, mais aussi la manière dont tant de femmes de la même génération ont été poussées à s'oublier,
derrière la carrière ou la lumière d'un homme. Elle parle d'elle, mais elle parle aussi d'elle. Et c'est là que sa vengeance se dessine pour la première fois. Une vengeance qui ne cherche ni blâme ni revanche personnelle, mais qui consiste à dire la vérité, à exister à nouveau, à redonner un sens à sa voix. Une vengeance qui commence par un mot, puis un autre, puis toute une histoire qu'elle n'acceptera plus jamais qu'on raconte à sa place. Mais renaître pour Béatrice Schoenberg ne signifie pas tourner la page d'un geste brutal, ni effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé. La renaissance, chez elle, a la forme lente et profonde de celles qui ont compris que l'on ne reconstruit pas une vie en la fuyant, mais en l'embrassant entièrement avec ses zones d'ombre, ses blessures, ses manques. Après des années de silence, elle découvre que parler n'est pas une vengeance, mais une libération. Et peu à peu, cette libération donne naissance à quelque chose de plus grand, une acceptation. Non pas une résignation, mais un apaisement, celui qui vient quand on cesse d'attendre des réponses que personne ne pourra jamais donner. Elle regarde les années écoulées non plus comme un vol, mais comme un chemin qui, étrangement, l'a ramenée à elle-même. Dans cette transition douce, elle réapprend à apprécier ce qui, autrefois, ne faisait plus sens. Un matin, elle confie qu'elle s'est surprise à ressentir une joie presque enfantine en ouvrant les volets, en laissant entrer la lumière, comme si la maison avait soudain cessé d'être un lieu d'attente pour redevenir un lieu de vie. Cette simplicité retrouvée est l'un des signes les plus précieux de son renouveau. Elle ne cherche plus à prouver, à rattraper, à justifier. Elle vit, et cette manière de vivre, plus lente, plus consciente, devient une forme de résistance silencieuse contre tout ce qui l'a jadis effacé. Ce qui frappe désormais chez elle, ce n'est pas une revanche éclatante ni un triomphe spectaculaire, mais une sérénité. Une manière de se tenir, de parler, de respirer, qui dit mieux que n'importe quel manifeste que la liberté ne se conquiert pas dans le tumulte, mais dans l'intérieur de soi. Elle affirme, sans agressivité, que chacun de nous a le droit de ne plus correspondre à l'image que les autres projettent sur lui. Elle-même a longtemps porté le poids pesant d'une femme, parfaite, lisse, élégante, silencieuse. Aujourd'hui, elle revendique le droit d'être imparfaite, mouvante, traversée de doutes et de désirs. Cette vulnérabilité qu'elle assume enfin devient une force nouvelle, discrète mais magnétique. Ses engagements publics reflètent aussi cette transformation. Lorsqu'elle anime des ateliers d'écriture pour des femmes qui, comme elle, ont connu l'effacement, elle ne se place jamais en maître, encore moins en modèle. Elle parle à voix basse, écoute beaucoup, raconte juste assez pour montrer que la reconstruction n'est pas un mythe, mais une possibilité réelle. Certaines femmes en pleurs lui prennent la main. D'autres lui racontent à demi-mot des histoires qui ressemblent trop à la sienne. Et Béatrice, dans ces moments suspendus, sait qu'elle n'est pas simplement en train de transmettre une expérience. Elle est en train de réparer quelque chose, chez elle comme chez elle. Lors d'une conférence à laquelle elle participe, elle prononce une phrase qui résume toute sa philosophie nouvelle « On ne renaît pas contre quelqu'un, on renaît pour soi ». Cette phrase fait l'effet d'une évidence. Mais dans sa bouche, dans son histoire, elle prend un sens plus profond. Elle ne cherche ni à accuser, ni à glorifier. Elle comprend désormais que la vie n'est pas faite pour rejouer sans cesse les blessures passées, mais pour reconnaître ce qu'elles nous ont appris. Elle sait que le pouvoir, qu'elle a côtoyé de près sans jamais le chercher, peut déformer les âmes. Elle sait aussi que le silence est parfois un choix, mais que souvent, il est imposé. Elle ne juge plus. Elle constate, elle analyse, elle avance. Dans sa relation avec Jean-Louis Borloo, la transformation se manifeste par un mélange surprenant de distance et de bienveillance. Elle ne nourrit ni amertume ni reproche. Pourtant, elle n'idéalise plus rien. Elle parle de leur histoire avec une clarté nouvelle, presque tendre, comme si comprendre enfin ce qui l'avait fait souffrir lui permettait de pardonner sans oublier. Ce pardon, elle se l'accorde autant qu'elle l'accorde à l'autre. Elle accepte que deux êtres puissent se perdre sans faute spectaculaire, sans coupable désigné, simplement parce que leurs vies ont cessé de se rencontrer. Cette acceptation profonde lui offre un avantage précieux, la paix. Une paix qui se lie dans ses gestes, dans sa manière de choisir ses engagements, dans le calme de sa voix lorsqu'elle s'exprime. Elle ne cherche plus à revenir à la télévision, ni à retrouver ce qu'elle a perdu. Elle sait que la vie ne rend pas les choses dans leur forme initiale, mais qu'elle offre parfois mieux.
une existence plus authentique, moins exposée, plus alignée avec ce que l'on est vraiment. Cette vérité, elle l'accueille comme une évidence nouvelle. Un jour, dans un entretien feutré, elle glisse ces mots « J'ai récupéré ma vie ». Ces quelques syllabes portent tout le poids du chemin parcouru, mais aussi la douceur de ce qui commence. Ce n'est pas une victoire contre quelqu'un, c'est une victoire pour elle-même. Elle a rejoint cette catégorie de femmes qui, après avoir été effacées, refusent non de disparaître. Et loin de la lumière brutale des plateaux, elle rayonne désormais d'une lumière plus intime, plus stable, celle que l'on porte en soi lorsqu'on a cessé de s'excuser d'exister. Et pourtant, lorsque l'on observe aujourd'hui Béatrice Schoenberg, loin des projecteurs, loin des salons ministériels, loin des décors où elle a si longtemps joué un rôle qui n'était pas le sien, quelque chose frappe immédiatement. La paix. Une paix qui ne doit rien au renoncement, rien à la résignation, mais tout à la lucidité. Elle a traversé des années de silence, d'effacement, de solitude polie, et ce qu'elle en tire n'est ni amertume ni désir de réécrire le passé. Elle en tire une vérité profondément humaine. Parfois, ce qui nous ruine n'est pas ce qui nous détruit, mais ce qui finit par nous révéler. Ce chemin vers la paix n'a eu ni grand fracas, ni tournant spectaculaire. Il s'est construit au fil de petites décisions, de gestes minuscules, de regards portés différemment sur la vie. Chaque fois qu'elle a refusé une invitation qui ne lui ressemblait plus, chaque fois qu'elle a repris un carnet pour écrire, chaque fois qu'elle a écouté une femme raconter son propre effacement, elle se rapprochait un peu plus d'elle-même. Cette lente reconquête intérieure l'a conduite à un endroit insoupçonné, un endroit où elle n'est plus définie parce qu'elle a perdu, mais parce qu'elle a choisi d'être. Aujourd'hui, elle marche dans la vie avec une forme de douceur nouvelle. Elle ne cherche plus à répondre aux attentes d'un système qui l'a longtemps mise de côté. Elle choisit ce qui la nourrit. Des rencontres sincères, des projets porteurs de sens, des engagements qui mettent de la lumière sur celles qui, comme elle autrefois, ont été poussées dans l'ombre. Elle aime dire que la vie lui a appris la plus simple des leçons. On n'existe vraiment que lorsqu'on accepte de ne plus se cacher derrière les rôles que les autres veulent pour nous. Et cette phrase, qui pourrait sembler banale, devient profondément bouleversante lorsqu'elle sort de la bouche d'une femme qui a passé tant d'années à être réduite au silence. Dans certaines de ses rares interviews, elle laisse passer un sourire presque timide en évoquant son parcours. Ce sourire n'est pas celui d'une femme qui veut minimiser sa douleur, ni celui d'une femme qui cherche à embellir le récit. C'est le sourire de quelqu'un qui a compris que la vie ne nous protège pas des blessures, mais que nous pouvons choisir ce que nous faisons de ces blessures, qu'elles ne nous condamnent pas, qu'elles peuvent même devenir un tremplin. Elle ne renie rien, elle ne rejette rien, elle reconnaît simplement que tout cela, l'amour, l'effacement, la solitude, la renaissance, fait partie d'elle. Cette capacité à transformer le manque en lumière, l'injustice en maturité, le silence en message, touche particulièrement ceux et celles qui, comme beaucoup de téléspectateurs d'aujourd'hui, ont franchi le cap des 40 ou 50 ans. Car à cet âge, on sait ce que signifie renoncer, s'oublier un peu trop, ou vivre pour les autres plus que pour soi. On sait combien la vie peut être belle et cruelle à la fois. On sait aussi qu'il n'est jamais trop tard pour se retrouver. Et c'est précisément ce que l'histoire de Béatrice Schoenberg vient nous rappeler avec une douceur désarmante. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le fil de sa propre histoire. En l'écoutant parler, on comprend qu'elle n'a pas cherché à se venger dans le sens où on l'entend habituellement. Sa vengeance n'a pas été bruyante. Elle n'a humilié personne. Elle n'a revendiqué aucun triomphe public. Sa vengeance a été un acte intime, presque spirituel. Elle a refusé de laisser les années de silence définir ce qu'elle deviendrait. Elle s'est reconstruite là où beaucoup auraient choisi de s'effacer définitivement. Elle a retrouvé sa voix, même si elle ne la porte plus à l'antenne. Elle a retrouvé sa liberté, même si elle ne claque aucune porte. Elle a retrouvé son souffle, même si personne ne l'a vu naître. Et cette vengeance silencieuse, cette reconquête discrète mais déterminée, résonne comme un message adressé à tous ceux qui ont un jour eu le sentiment de disparaître. À ceux qui ont été mis de côté, ignorés, oubliés, parfois par la personne qu'ils aimaient le plus. À ceux qui, pendant longtemps, ont cru qu'ils n'avaient plus d'espace pour exister sans déranger. L'histoire de Béatrice dit ceci.
On peut renaître même quand personne ne nous attend plus. On peut retrouver sa place même quand on nous l'a retirée. On peut redevenir soi-même, même après des années d'effacement. La lumière intérieure ne s'éteint jamais vraiment. Elle attend juste qu'on l'autorise à revenir. Et peut-être est-ce cela, finalement, la plus belle leçon de son parcours. La liberté ne se gagne pas en criant plus fort, mais en s'écoutant plus profondément. Elle ne dépend pas du regard des autres, ni de la reconnaissance publique, ni d'un rôle prestigieux. Elle dépend de notre capacité à nous tenir debout, face à nous-mêmes, à accepter ce qui a été, à choisir ce qui sera, et à avancer sans peur dans le chemin qui nous ressemble. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose de vous, de quelqu'un que vous aimez, ou d'un moment de votre vie où vous avez failli vous perdre, prenez un instant. Partagez votre ressenti dans les commentaires, laissez un signe, un mot, un souvenir, et si vous souhaitez continuer à découvrir ces récits qui éclairent nos vies autrement, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour soutenir ce travail. Chaque geste compte et chaque voix, même la plus discrète, mérite d'être entendue. Parce qu'au fond, l'histoire de Béatrice Schoenberg nous invite à une vérité simple mais essentielle. Nous avons tous le droit d'exister pleinement. Et parfois, il suffit d'un récit, d'une voix ou d'un instant pour nous le rappeler.